Des gangsters se sont moqués d'elle dans un magasin d'armes, puis le commandant a fait irruption et l'a salué. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire, d'où regardez-vous la vidéo et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons quelle portée mondiale cette histoire a. Maintenant, plongez-vous et commençons. Les néons de Trigger Happy Arms bourdonnaient d'un bourdonnement sourd et stérile, projetant une lueur blafarde sur les râteliers de fusils et le verre poli de la vitrine des armes de poing. Amelia, Amy. Vance se tenait au comptoir, silhouette solitaire vêtue d'une veste et une jean délavée et d'un jean usé, sa présence constituant une anomalie dans cet espace à la masculinité agressive. Elle sentait le poids de multiples regards, mais deux d'entre eux étaient particulièrement lourds. Ils appartenaient à deux hommes qui semblaient taillés dans du béton bon marché et animés de mauvaises intentions, leurs cous épais couverts de tatouages délavés, typiques des prisons. L'un d'eux, avec le visage hargneux d'un pitbull tatoué sur la peau, ricana ouvertement. « Regarde-moi cette petite chose », gronda-t-il à son compagnon d'une voix rauque et moqueuse. « Tu achètes un pistolet à cartouche pour tirer sur des canettes? Ou peut-être qu'elle a un problème avec les ratons laveurs. » Son amie, une brute imposante à la dent en or étincelante, laissa échapper un rire rauque qui empestait le cigare rassis et l'arrogance. « Non, Rico, elle a probablement juste peur du noir. Elle a besoin d'un peu de réconfort. » Les mains d'Amy, cachées dans ses poches, se crispèrent en poings serrés, mais son visage conservait une expression d'indifférence calme. Elle avait appris depuis longtemps que les prédateurs les plus dangereux étaient ceux qui ne trahissaient jamais leurs intentions avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune vendeur, Kevin, un gamin à peine sorti de l'adolescence avec un peu d'acné sur le front, déglutit nerveusement. Ces deux-là, Rico et son ami, étaient des habitués de la pire espèce, des brutes qui utilisaient le magasin comme leur club privé. Il essaya de se concentrer sur Amy, affichant un faible sourire d'excuse. « Que puis-je vous montrer, madame ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible par-dessus le bourdonnement des lumières. Le regard d'Amy balaya les armes de poing, son regard perçant et scrutateur, ne manquant rien. Elle ne cherchait ni style ni éclat. Elle cherchait un outil, une extension familière de sa propre volonté. « J'ai besoin d'un truc qui arrête, une alimentation fiable, un minimum de recul, » dit-elle d'un ton sec et direct, dénué de toute l'hésitation qu'ils attendaient. Les mots eux-mêmes, précis et techniques, semblèrent prendre les deux voyous au dépourvu. Le ricanement de Rico s'essouffla l'espace d'une fraction de seconde. « Oh, écoute-là, tu as regardé des films d'action » railla-t-il, se ressaisissant rapidement. Amy l'ignora, tapotant du doigt la vitre au-dessus d'un pistolet noir mat. « Le Sig Sauer P226, montre-moi. » Les yeux de Kevin s'écarquillèrent légèrement. C'était une arme sérieuse, de qualité professionnelle, du genre de celle que privilégiaient les Navy SEALs et les agents fédéraux. Pas une arme de débutant. Alors que Kevin posait l'arme sur le comptoir, les mouvements d'Amy devinrent fluides, instinctifs. Elle vérifia la chambre avec une efficacité éprouvée qui contrastait étrangement avec son apparence calme et modeste. Ses doigts s'enroulèrent autour de la poignée texturée, son pouce trouvant le bouton de déverrouillage du chargeur sans réfléchir. Le poids lui semblait juste, une présence solide et rassurante dans sa paume. C'était le fantôme d'une vie qu'elle avait désespérément lutté pour enterrer. L'espace d'un instant, elle ne fut plus Amy Vance, une bibliothécaire discrète de la paisible ville côtière de Port Blossom. Elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus froid, de plus tranchant, de plus dangereux. Rico, enhardi par son silence, se pencha par-dessus le comptoir, son haleine fétide la submergeant. « Tu sais, une jolie petite créature comme toi ne devrait pas jouer avec des jouets comme ça, » murmura-t-il d'une voix menaçante. « Tu pourrais te blesser. » Il tendit la main, ses doigts épais cherchant à toucher la sienne pour affirmer sa domination. Amy ne broncha pas. Elle ne bougea pas. Elle croisa simplement son regard et pour la première fois, il vit ce qui se cachait sous cette surface placide. Un vide si profond, si dénué de peur, qu'il lui fit dresser les cheveux sur la tête. La sonnerie de la boutique, soudaine et aiguë, rompit la tension. La porte s'ouvrit brusquement et un homme entra,
porteur d'une aura d'autorité absolue qui semblait étouffer la pièce. Grand et mince, il ne portait pas de vêtements civils, mais un uniforme de l'armée américaine impeccablement repassé, sa poitrine ornée d'une constellation de rubans et de médailles témoignant d'une longue et brillante carrière. Sur ses épaules brillaient les 2 étoiles d'argent de major général. Son visage était buriné, marqué par les lignes de commandement et les lourdes décisions, et ses yeux, d'un gris perçant, scrutaient la pièce avec une intensité qui ne laissait rien passer. Ils dépassèrent le commis, écartèrent entre les 2 gangsters comme des obstacles insignifiants et se posèrent directement sur Amy. Les 2 voyous, Rico et son ami, qui avaient bâti leur identité sur l'intimidation, semblèrent se rétracter, leur arrogance fanfaronne se dégonflant comme un pneu crevé en présence de ce nouveau venu. Ils comprirent instinctivement qu'ils étaient en présence d'un véritable prédateur. Le général s'avança à grands pas, ses chaussures noires cirées claquant sur le linoléum. Chaque pas était mesuré, réfléchi, un battement de tambour. Il s'arrêta pile devant Amy, la posture parfaitement droite. L'air crépitait d'une tension plus intense que tout ce que les railleries de Rico auraient pu produire. Kevin, le commis, semblait sur le point de s'évanouir. Rico et son ami étaient figés, bouche bée, incapables de comprendre ce qui se passait. Ils s'attendaient à ce qu'il l'interroge, à ce qu'un civil fasse avec une telle arme, peut-être à ce qu'il la réprimande. Au lieu de cela, l'expression du général s'adoucit, mais seulement l'espace d'un instant, révélant une lueur de profond respect. Il regarda la femme à la veste en jean délavé, celle qu'ils avaient moquée et rabaissée, et se redressa de toute sa hauteur. Puis, dans le silence hébété de l'armurerie, le major général Wallace Thorne claqua des talons et porta une main à son front dans un salut si vif, si précis, qu'il aurait pu couper du verre. « Commandant Vance », dit-il d'une voix de baryton grave et puissante, qui résonnait après des années de commandement. « Cela fait trop longtemps. Vous avez été une femme difficile à trouver. » Le silence dans l'armurerie était absolu, troublé seulement par le faible bourdonnement des néons. Rico et son compagnon aux dents en or le fixaient, leur visage exprimant un mélange comique d'incrédulité et de terreur soudaine. Le titre, Commandant Vance, flottait dans l'air, une grenade dégoupillée. Amy, toujours son Sig Sauer à la main, ne rendit pas immédiatement le salut. Ses yeux restèrent rivés sur le général Thorne, une tempête d'émotions contradictoires grouillant en eux. Le choc, la colère et une profonde et lasse résignation. La vie qu'elle avait si soigneusement construite, l'existence tranquille et anonyme d'une bibliothécaire de petite ville, venait d'être brisée par un salut unique et précis. Lentement, délibérément, elle reposa le pistolet sur le comptoir, ses gestes économes et précis. « Général !» reconnut-elle d'une voix basse et tendue. « Vous n'étiez pas censé me trouver. C'était notre accord. » Thorne retint son salut un instant avant de baisser lentement la main. « Les circonstances changent, Spectre, » répondit-il, utilisant un nom qui fit perdre le sang à Amy. C'était un nom de fantôme, un nom enfoui sous 2 mètres de dossiers confidentiels et de terre brûlée. « Sortez !» dit Amy d'une voix presque chuchotée, mais adressée à Rico et à son ami. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre, appuyé par une autorité qu'ils comprenaient désormais avoir fatalement mal évaluée. Ils reculèrent précipitamment, trébuchant sur leurs propres pieds, dans leur hâte d'obéir, leur bravade passée remplacée par une peur primaire. Ils faillirent en tomber de la porte, disparaissant dans la lumière de l'après-midi, laissant Amy et Thorne seuls avec l'employé tremblant. Thorne adressa au garçon un bref signe de tête rassurant. « Mon fils, on s'en occupe, et on a besoin de ton arrière-salle 5 minutes. » Kevin, l'air d'avoir assisté à un acte de Dieu, acquiesça simplement et s'enfuit. Une fois parti, la tension entre les 2 soldats, l'un actif, l'autre fantôme, devint palpable. « Pourquoi es-tu ici, Wallace? » Amy exigea que l'utilisation de son prénom soit une violation flagrante du protocole, signe d'une histoire plus profonde que le rang. « Tu sais pourquoi, » dit Thorne, le regard fixe. « Tu ne peux pas te surpasser, Emilia. Nous avons besoin de toi. Le monde que tu as laissé derrière toi n'est pas devenu plus sûr. » L'évocation de ce monde fit froid dans le dos d'Amy, et l'armurerie stérile disparut, remplacée par la poussière étouffante et la chaleur brûlante de Kandahar. Un flashback, vif et malvenu, la submergea. Elle était redevenue Spectre, à la tête d'une unité de renseignement d'élite,
clandestine nommée Talon. C'était des fantômes chargés de missions que personne d'autre ne pouvait assumer. Le souvenir était précis. Une nuit sans lune, une odeur de diesel et d'épices dans l'air, le murmure sourd de son équipe se préparant à extraire une cible de grande valeur. Elle revit clairement leurs visages. Jax, l'intrus arrogant, Lena, la sniper silencieuse et redoutable. Et Marcus, son second, l'homme en qui elle avait plus que quiconque confiance. Marcus Kane Thorne. C'était le neveu du général, un agent brillant mais instable, dont elle n'avait jamais remis en question la loyauté. La mission consistait à capturer un chef de guerre trafiquant de la technologie de cyberguerre américaine volée. Tout était censé être propre, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais tout avait mal tourné, le souvenir s'aiguisa, se concentrant sur le chaos. Une explosion, le crissement du métal tordu, l'odeur âcre de la cordite. C'était un piège. Leurs renseignements avaient été compromis de l'intérieur. Elle se souvint du dernier cri désespéré de Jax dans les communications, de la position de Lena envahie, de la prise de conscience écœurante d'avoir été trahie. Et elle se souvint de Marcus, combattant dos à dos avec elle, tandis que les forces ennemies envahissaient leur position. Il lui avait sauvé la vie, la poussant dans la relative sécurité d'un ravin, au moment même où une grenade propulsée par fusée transformait leur point d'extraction en un cratère de feu. Il lui avait hurlé de courir, de sortir les informations, de vivre. Elle était la seule survivante. Le rapport officiel mentionnait que toute l'unité Talon, Spectre et Kane inclus, avait été tuée au combat. C'était le seul moyen de la protéger, d'enterrer la mission compromise et le fantôme de son commandant. Elle était devenue Amy Vance, une femme hantée par les visages de son équipe, menant une vie de pénitence silencieuse. Il s'agit de Marcus, n'est-ce pas? La voix d'Amy était creuse tandis qu'elle revenait au présent, la réalité stérile de l'armurerie revenant brutalement à elle. L'expression du général Thorne confirmait sa pire crainte. Les rides de son visage s'accentuèrent, marquées par une douleur à la fois professionnelle et profondément personnelle. Nous avons des raisons de croire que le rapport officiel de sa mort était inexact, dit-il prudemment. Il est vivant, Amelia, et il a déraillé. Il vend des secrets d'État aux plus offrants en utilisant le réseau même que nous l'avons formé à construire. Il démantèle tout notre appareil de renseignement au Moyen-Orient, un agent à la fois. Anciens contacts, planques, agents actifs, il les réduit tous en cendres. La trahison qu'elle avait ressentie cette nuit-là à Kandahar était une blessure vive et vive. Marcus, l'homme qui l'avait sauvé, celui dont elle avait honoré la mémoire par son silence, était le traître. Il connaît nos protocoles, nos méthodes, nos hommes, conclut Thorne d'une voix sombre. Personne ne peut l'approcher. Personne, sauf le fantôme qu'il croit mort à ses côtés. Personne, sauf son commandant. Le général Thorne conduisit Amy jusqu'à une berline noire et discrète, garée à 2 pâtés de maison de l'armurerie. À l'intérieur, l'odeur du cuir usé et le ronronnement sourd d'un puissant moteur silencieux créaient une bulle de réalité isolée. Les vitres teintées d'un noir impénétrable, fermant à clé le monde de Port Blossom et ramenant Amy dans l'ombre qu'elle avait si désespérément tenté d'échapper. Thorne ne dit rien, lui tendant une tablette militaire renforcée. L'écran s'alluma, affichant un fichier classé au plus haut niveau de classification, réservé aux yeux. Projet Icarus, Amy Aletta. Icarus était le nom de code du réseau de renseignement que Marcus Kane Thorne avait contribué à bâtir, un réseau de ressources humaines et de portes dérobées numériques qui s'étendaient de Damas à Islamabad. C'était leur chef-d'œuvre, une arme d'information qui avait sauvé d'innombrables vies. Et maintenant, c'était l'arme même qu'il utilisait contre eux. Elle parcourut l'écran, le visage sombre. Des photos d'agents compromis, des images satellites de convois pris en embuscade et des transcriptions de communications interceptées ont brossé un tableau horrible de destruction systématique. Il se fait appeler le courtier, expliqua Thorne d'une voix grave et rauque qui emplit la voiture. Il ne se contente pas de vendre des informations. Il vend des vies aux enchères. Les fichiers que vous voyez ne sont qu'un début. La semaine dernière, il a vendu l'emplacement d'une équipe de la Delta Force opérant au fin fond du Yémen. Nous les avons tous perdus. Ces mots frappèrent Amy comme un coup de poing. 12 soldats disparus. Des hommes avec des familles, un avenir, tous effacés à cause de Marcus.
le visage enfantin et souriant de ses souvenirs se transformant en quelque chose de monstrueux. Il a ce qu'on appelle le grand livre du diable, poursuivit Thorne en désignant une icône de fichier fortement cryptée sur la tablette. C'est une liste exhaustive de tous les agents secrets, de tous les chefs de guerre alliés, de tous les fonctionnaires corrompus, l'architecture complète de nos opérations clandestines en Asie centrale. La vente aux enchères pour la clé finale permettant de décrypter ce registre aura lieu dans 72 heures. S'il la vend, notre influence dans la région sera réduite de 20 ans et des centaines de nos alliés seront exécutés. Nous avons besoin de vous pour l'arrêter, Amelia. Amy appuya la tête contre le cuir froid du siège, le poids de ses paroles pesant sur elle. Pourquoi moi, Wallace? Tu as 1000 agents actifs. Plus jeunes, plus rapides, moins brisés. Sa protestation était faible, une ultime tentative vacillante de s'accrocher à la paix fragile qu'elle avait trouvée. Thorne se tourna vers elle, ses yeux gris perçant ses défenses. Parce que tu es la seule en qui il ait jamais eu confiance. Tu étais son mentor, son commandant. Il t'idolâtrait. S'il y a une faiblesse dans son blindage, un angle mort psychologique que nous pouvons exploiter, c'est toi. Il te croit morte. Tu es la seule arme qu'il ne verra jamais venir. De plus, il opère avec les protocoles de la griffe, cellules fantômes, dépôts morts, langage codé que seule ton unité a jamais utilisé. N'importe qui d'autre que nous enverrions serait repéré à des kilomètres. Tu lui as appris à être un fantôme. Tu es la seule à pouvoir en chasser un. Elle ferma les yeux, les visages de son équipe déchue lui traversant les yeux. Jax, Lena et le Marcus dont elle se souvenait, courageux, loyal, prêt à tout sacrifier. Restait-il un peu de cet homme? Ou le creuset de cette ultime mission ardente avait-il tout consumé, sauf l'ambition et le désir de vengeance? Elle pensa aux 12 agents Delta morts, aux centaines d'anonymes dont la vie était désormais en jeu, dépendante d'une décision prise dans une voiture sombre, dans une ville oubliée. La vie paisible d'Amy Vance lui semblait un rêve, une fiction qu'elle s'était racontée trop longtemps. La réalité, c'était le poids froid du Sig Sauer qu'elle avait conservé dans le magasin, la mémoire musculaire qui ne s'était jamais estompée, les instincts qui revenaient à la vie. Elle était une arme forgée dans les feux de la guerre et de la trahison, et les armes n'étaient pas faites pour rester sur une étagère à prendre la poussière. Elles étaient faites pour être utilisées. Finalement, elle ouvrit les yeux, dont les douilleux noisettes durcirent en éclats de silex. Le bibliothécaire avait disparu. Le commandant Vance le regardait. « Où est-ce la vente aux enchères ?» demanda-t-elle d'une voix dénuée d'émotion, cette question étant en elle-même une acceptation de l'impossible mission. L'expression de Thorne ne trahissait aucun soulagement, seulement une compréhension amère du prix qu'il lui demandait. Il tapota la tablette et une carte satellite d'une ville portuaire tentaculaire et chaotique apparut à l'écran. Marseille, France. Il opère depuis le vieux quartier, un labyrinthe de ruelles et d'entreprises criminelles. La vente aux enchères se déroule sur un yacht privé appartenant à un trafiquant d'armes russes. Le rejoindre sera difficile. Amy fixait l'écran, son esprit décortiquant déjà la carte, identifiant les goulots d'étranglement, les voies de fuite et les potentiels postes de sniper. Difficile n'est pas impossible, déclara-t-elle d'une voix froide et assurée, celle d'un commandant qui prend les choses en main. Trouvez-moi une identité propre, une équipe de soutien de confiance et l'accès à un C-17. Je dois d'abord faire un arrêt. J'ai du vieux matériel à récupérer. Le C-17 Globe Master 3 fendit le ciel nocturne, mastodonte gris volant sans phare, tel un fantôme sur fond d'étoiles. À l'intérieur de sa soute caverneuse, Amy Vance se tenait seule au milieu de palettes de matériel militaire, le rugissement assourdissant des moteurs étant une berceuse familière. Ils étaient en route vers un aérodrome secret du Nevada, première étape de son retour hésitant dans le monde des ombres. Thorne avait tenu parole. En quelques heures, elle avait une nouvelle identité. Elise Moreau, une marchande d'or française aux références impeccables et au passé trouble, et une ligne directe avec une petite équipe de soutien triée sur le volet dans un poste d'écoute en Allemagne. Mais d'abord, il lui fallait ses outils. Non pas le matériel standard qu'il pouvait lui fournir, mais les objets de guerre personnalisés, profondément personnels, qu'elle avait enterrés avec son ancienne vie. L'avion entama sa descente, le changement de pression pesant comme un poids palpable dans l'air. Sous eux, dans une portion banale du désert de Mojave,
gisait le fantôme de son passé. L'endroit était une mine de borax abandonnée, dont les structures délabrées n'étaient plus que des restes squelettiques sous le clair de lune. Le C-17 n'atterrit pas. Un largage de combat était plus rapide et laissait moins de traces. Amy, sanglée dans un harnais Halo, haute altitude, ouverture faible, se tenait sur la rampe ouverte, le vent froid de la nuit lui fouettant le visage. Le chef de saut lui fit un signe de la main. Sans hésiter, elle sauta du bord et s'enfonça dans le vide. La chute libre fut un moment de pure et terrifiante liberté. Pendant près d'une minute, elle ne fut qu'un objet en chute libre, le monde en contrebas, un flou d'obscurité. Puis, avec un instinct aguerri, elle tira sur la corde, et la voûte s'épanouit au-dessus d'elle, telle une fleur de soie noire sur fond d'étoiles. Elle guida le parachute avec une précision experte, atterrissant en douceur dans la zone désignée, une étendue de sable juste au-delà de la clôture de la mine. Elle affaissa le parachute, l'enfouissant dans le sol, effaçant son arrivée du ciel. Sa destination était la vieille cabane du contremaître, un petit bâtiment en planches qui semblait sur le point de s'effondrer. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de poussière et de décomposition. À l'aide d'une petite lampe stylo, elle se dirigea vers le coin le plus éloigné, où un poêle en fer rouillé était froid et silencieux. Elle s'agenouilla, ses doigts parcourant le plancher, jusqu'à ce qu'elle trouve celui qui présentait une encoche à peine perceptible. L'ouvrant avec la pointe de son couteau de combat, elle découvrit un espace sombre et creux en dessous. Elle y plongea la main et en sortit une lourde valise Pélican étanche. Elle était fermée par une serrure à combinaison, une séquence de chiffres qu'elle n'avait pas saisie depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais oubliée. La date de la mission à Kandahar. Les goupilles claquèrent et la valise s'ouvrit en sifflant, révélant son contenu niché dans de la mousse découpée sur mesure. Il y avait un fusil de précision spécialement modifié, un Knight's Armament SR-25 démonté en pièces détachées. Sa lunette était calibrée pour son œil, la détente pondérée selon ses préférences. À côté se trouvait son arme de poing, un Heckler & Koch MK23 personnalisé, le même modèle qu'elle portait en tant que spectre. Et en dessous, sa combinaison de combat, une armure légère et flexible capable d'arrêter une balle de pistolet à courte portée. Mais les objets les plus importants n'étaient pas les armes. Dans un compartiment latéral se trouvait une petite boîte doublée de plomb contenant un ensemble de dispositifs de communication cryptés conçus pour fonctionner sur un réseau fermé que seul Talon avait jamais utilisé. C'était son seul avantage potentiel face à Marcus. Il utilisait peut-être leur protocole, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait accès au matériel original intraçable. Le dernier objet était un simple journal relié en cuir. Ses pages étaient remplies de son écriture, détaillant les comptes rendus de mission, les évaluations des menaces et, surtout, les profils psychologiques détaillés de chaque membre de son équipe. Elle l'avait conçu comme un outil de commandement, un moyen de comprendre les forces, les faiblesses et les points faibles de ses hommes. Elle feuilleta la section consacrée à Marcus Kane Thorne. Lire ses propres mots du passé était comme écouter un fantôme. Brillant, farouchement loyal, mais animé par un profond besoin de validation. Il voit noir et blanc, pas de gris. Pour lui, la trahison ne serait pas un crime. Ce serait une transgression fondamentale des lois de l'univers, exigeant une réponse d'ampleur égale, voire supérieure. Alors qu'elle rangeait son matériel dans un sac de sport quelconque, le poids lui parut à la fois étrange et familier. Chaque pièce était un souvenir, un lien avec la vie qu'elle avait tenté d'effacer. Le fusil lui rappelait le goût de la poussière d'une surveillance à longue distance. Le pistolet rappelait la terreur viscérale d'une brèche en combat rapproché. Et le journal lui rappelait la femme qu'elle était autrefois, la commandante qui connaissait son équipe par cœur. Elle pensait d'avoir enterré Spectre dans les sables d'Afghanistan, mais debout là, au clair de lune du désert, entourée des fantômes de son passé, Amalia Vance réalisa qu'elle n'avait été qu'une inertie. La bibliothécaire silencieuse n'était qu'un mensonge, une coquille soigneusement construite. Et tandis qu'elle jetait le sac sur son épaule et se dirigeait vers les lumières lointaines de son véhicule d'exfiltration, elle savait que cette coquille était désormais brisée pour de bon. Pour traquer Marcus, elle devait redevenir le monstre dont il se souvenait. Elle devait redevenir Spectre. L'ancienne cité portuaire de Marseille était une symphonie de vie chaotique, un dédale de rues étroites et ensoleillées,
et de ruelles ombragées. C'était un lieu de collision des cultures, où l'odeur du pain qui cuit se mêlait au sel de la mer et à la légère odeur métallique du crime. Pour Amy, devenue Elise Moreau, la marchande d'art sophistiquée, c'était un terrain de chasse. Elle était assise à un petit café du quartier du Panier, le plus ancien et le plus labyrinthique de la ville, sirotant un expresso. Vêtue d'un tailleur pantalon en lin chic, des lunettes de soleil surdimensionnées dissimulant son regard toujours attentif, elle avait tout d'une riche expatriée. Mais sous ses vêtements de créateur, ses sens étaient en alerte maximale, son esprit, tel un calculateur froid, analysant chaque détail. Les regards nerveux du jeune homme au coin de la rue, le trajet réfléchi du camion de livraison, le reflet d'un éventuel belvédère sur un toit terrasse 3 rues plus loin. Son équipe de soutien, une paire d'experts en renseignement de la NSA portant les noms de Code, Oracle et Echo, était comme un fantôme dans son oreille, lui transmettant des informations via un écouteur presque invisible. « On a une piste, Spectre », grésilla doucement la voix d'Oracle à son oreille. « La transaction financière que tu as signalée vient d'être finalisée. 500 000 € transférés d'une société écran liée au trafiquant d'armes russe Petrov à une petite société de sécurité privée. Cette société s'appelle Cerber Security. Ce ne sont guère plus que des voyous à gages, mais ils sont connus pour leur discrétion et leur brutalité. Ce sont les hommes de main de Cain. » Amy prit une longue gorgée d'expresso, l'air impassible. « Trouvez-moi un emplacement pour leur quartier général, » murmura-t-elle, les lèvres à peine remuantes. « Et comparez leur liste d'employés. Cherchez toute personne ayant une expérience militaire, en particulier dans les opérations spéciales. Cain ne fait pas confiance aux amateurs. » Elle tendait un piège, utilisant sa connaissance du style opérationnel de Marcus contre lui. Il était paranoïaque et méticuleux. Il ferait appel à une entreprise locale pour un démenti plausible, mais il aurait son propre homme à l'intérieur pour surveiller la situation. Quelques minutes plus tard, la voix d'Echo retentit. « Compris. Le quartier général est un ancien entrepôt reconverti dans le quartier portuaire. Et vous aviez raison. L'un de leurs consultants principaux est un ancien légionnaire français nommé Bastien Dubois. Il a quitté le service sous un nuage. Il correspond à la description physique d'un homme aperçu avec les coursiers de Cain à Dubaï le mois dernier. C'est notre homme. » Amy paya son café et commença à marcher, d'un pas décontracté, arpentant les rues animées. C'était un prédateur qui s'approchait de sa proie, mais son approche était subtile, un jeu d'intelligence et de diversion, pas de force brute. Elle savait qu'une attaque frontale contre l'entrepôt serait suicidaire. Marcus le ferait fortifier et surveiller. Mais il avait une faiblesse qu'elle avait relevée dans son dossier des années auparavant. Un besoin quasi compulsif de vérifier personnellement des renseignements importants. Il déléguait, mais il ne faisait jamais entièrement confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Son plan était simple, élégant et incroyablement dangereux. Se faisant passer pour une marchande d'art, elle avait organisé une exposition privée dans une galerie voisine, soi-disant pour acquérir une sculpture rare pour un client. La galerie appartenait à un agent de l'agence, Diamond. La cible de son stratagème n'était pas Bastien Dubois, mais Marcus lui-même. Elle envoya un unique message crypté depuis un téléphone jetable, utilisant un code que seul un membre de Talon pouvait reconnaître. Il s'agissait d'un fragment d'un poème utilisé comme signal de détresse, suivi de coordonnées, l'emplacement de la galerie, et d'une heure. Le message était conçu pour ressembler à un appel à l'aide paniqué d'un agent perdu de vue depuis longtemps, quelqu'un qu'il croyait mort. C'était un appel fantôme, un leurre conçu pour exploiter sa paranoïa et son ego. Il ne pourrait résister à l'envie d'enquêter sur la possibilité qu'un autre membre de son ancienne unité ait survécu à Kandahar. Alors que le soir tombait, projetant de longues ombres sur les rues pavées, Amy se tenait dans la galerie silencieuse, entourée d'œuvres d'art inestimables. Elle était seule, le propriétaire de la galerie ayant été discrètement escorté. Son tailleur pantalon chic avait disparu, remplacé par sa tenue de combat noire et souple. Son MK-23 personnalisé était sanglé à sa cuisse, un silencieux vissé sur son canon. Par la grande vitrine de la galerie, elle observait la rue, son cœur battant à tout rompre. Le risque était énorme. Si Marcus ne venait pas en personne, il enverrait toute son équipe et elle serait prise dans un piège mortel. Mais son profil, les mots qu'elle avait écrits dans son journal des années auparavant,
lui annonçait qu'il viendrait. Son arrogance et son besoin obsessionnel de contrôle l'exigeraient. Son oreillette bipa. Spectre, un seul véhicule approche, rapporta Oracle. Pas de renfort, l'imagerie thermique indique un seul occupant. C'est lui. Kane est sur le tableau. Amy prit une profonde inspiration, le frisson froid et familier de la chasse l'envahissant. Le fantôme avait mordu à l'hameçon. L'Audi noir s'arrêta en face de la galerie, son moteur émettant un ronronnement sourd et prédateur. Un homme émergea, sa silhouette nette et définie dans la lumière déclinante. Même de loin, Amy le reconnut instantanément. C'était Marcus. Il était plus âgé, le visage plus dur, mais sa façon de se mouvoir, avec une énergie nouée et infatigable, était reconnaissable entre toutes. Il scruta la rue, son regard ne manquant rien, tel un chasseur évaluant son terrain. Il ne portait pas d'équipement tactique, mais la coupe ajustée de son coûteux costume ne masquait guère la silhouette puissante d'un homme aguerri par des années de conflit. Il marqua une pause, la tête légèrement penchée, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Amy savait qu'il balayait la scène à la recherche d'une surveillance électronique, à la recherche de pièges. Elle resta parfaitement immobile derrière la vitrine de la galerie, une ombre parmi les ombres, sa propre présence masquée par un brouillard de fréquences de faible intensité que son équipe diffusait. Marcus ne s'approcha pas directement de la galerie. Il se glissa dans une ruelle étroite à côté, disparaissant de sa vue. L'instinct d'Amy le harcelait. C'était une manœuvre classique de contournement, un mouvement qu'elle lui avait appris elle-même. « Il est sorti de la rue », murmura-t-elle dans son talkie-walkie. « Il prend de la hauteur. » La voix pressante d'Echo résonna à son oreille. « Confirmé, il y a un escalier de secours au nord du bâtiment adjacent. Il aura une vue dégagée sur la galerie depuis ce toit. » Amy n'hésita pas. Elle se dirigea vers le fond de la galerie, où une lucarne renforcée lui offrait un accès direct au toit. Avec une grâce experte et silencieuse, elle escalada une grande sculpture, poussa la lourde vitre et se hissa dans la fraîcheur nocturne. Les toits du panier formaient un paysage chaotique de tuiles en terre cuite, de bouches d'aération rouillées et d'antennes paraboliques enchevêtrées, une jungle urbaine idéale pour deux prédateurs au sommet de la pyramide. Elle se déplaçait à basse altitude et rapidement, ses bottes à semelles souples silencieuses. Elle sentait sa présence, un sixième sens aiguisé par des années de proximité. Il était là, quelque part dans l'obscurité, observant, attendant. Elle s'abrita derrière une grande cheminée, son MK-23 dégainé, le silencieux, prolongement noir de sa volonté. Dans son oreillette, elle entendit le faible bip rythmique du téléphone jetable de Marcus, tandis qu'Oracle tentait de le localiser avec précision. Il est immobile, Spectre. À environ 30 mètres à l'est, il a trouvé un perchoir. Amy jeta un coup d'œil par-dessus le bord de la cheminée. De l'autre côté d'un petit espace entre deux bâtiments, elle le vit. Il était allongé, un pistolet long porté posé sur un bipied, sa puissante lunette pointée directement sur la vitrine de la galerie où elle se tenait quelques instants plus tôt. C'était une boîte à tuer. Il n'était pas venu pour parler, mais pour éliminer un fantôme. Une fureur froide mêlée à un profond chagrin l'envahit. L'homme qu'elle avait encadré, le frère d'armes qu'elle avait pleuré, n'était plus qu'une cible de plus dans sa ligne de mire. Marcus, transmet-elle sur l'ancienne fréquence Talon, un canal qu'elle savait surveiller par son téléphone spécialisé. Tu étais toujours impatient. Le son de sa voix, un fantôme de son passé, grésilla dans son oreillette. Elle vit son corps se figer sous le choc. Il arracha la lunette de son œil, scrutant frénétiquement les toits environnants. Spectre, sa voix était un murmure étranglé, un mélange d'incrédulité et d'autre chose, de peur. Ils ont dit que tu étais mort, je t'ai vu mourir. Amy resta dans l'ombre, sa voix telle une présence désincarnée dans l'obscurité. Les rapports étaient exagérés. Toi, par contre, tu vends notre peuple, Marcus, tu vends notre famille. Dis-moi pourquoi. Sa réponse fut un grognement, la voix d'un animal acculé. La famille, ils nous ont laissés mourir dans cette fournaise. Ils nous ont radiés. J'ai survécu et j'ai appris la vérité. La loyauté est une monnaie et je ne fais que l'encaisser. Tout en parlant, il avançait, rampant à reculons, essayant de lui échapper. Mais elle anticipa son mouvement. C'était une retraite et un flanc classique, une autre leçon qu'elle lui avait inculquée.
Elle se déplaça parallèlement, un duo mortel sur le toit, joué en pièces et en pouces. « Tu vaux mieux que ça, dit-elle d'une voix sincère et douloureuse. L'homme que je connaissais est mort pour son équipe. » Cet homme-là. A fait Meurs, rugit-il, sa voix résonnant entre les bâtiments. La réponse ne vint pas par des mots, mais par une série de coupes de feu étouffées. Des gerbes de béton jaillirent de la cheminée derrière laquelle elle se cachait. Il la tenait immobilisée. La partie était terminée. Le combat avait commencé. La fusillade sur le toit fut brève, brutale et précise. Ce n'était pas une rafale de balles, mais une conversation mortelle entre 2 maîtres de l'horreur. Amy riposta, non pas pour tuer, mais pour neutraliser, pour forcer Marcus à reculer pendant qu'elle planifiait son prochain coup. Le staccato, le bruit de leurs armes silencieuses était à peine audible par-dessus le vacarme lointain de la ville. Elle savait qu'elle ne pourrait remporter un engagement direct. Il était plus jeune, plus fort et animé d'une fureur vertueuse qu'elle ne pouvait égaler. Son seul avantage résidait dans son esprit. Elle lui avait appris la stratégie, mais elle avait toujours gardé pour elle ses tactiques les plus originales. Tandis qu'il se concentrait sur sa dernière position connue derrière la cheminée, elle lança une petite grenade assourdissante, un outil non létal pour désorienter, et profita de la fraction de seconde de confusion pour franchir le sommet du toit, glissant de l'autre côté dans l'obscurité d'une autre ruelle. Le temps que Marcus reprenne ses esprits, elle avait disparu. « Il est en mouvement », confirma la voix d'écho à son oreille. « Il se dirige vers le nord, vers le quartier portuaire. » Amy savait qu'elle ne pouvait pas le poursuivre directement. Il s'y attendrait. Il avait un réseau, des ressources et une position fortifiée où se replier. Elle avait une nouvelle identité et 2 analystes en Allemagne. Les chances étaient minces. Elle avait besoin d'un allié sur le terrain, quelqu'un qui comprenne le jeu, quelqu'un qui opérait dans le même monde gris qu'elle. Elle ne pensait qu'à une seule personne, un autre fantôme de la mission de Kandahar, un homme qui s'était enfoncé encore plus profondément qu'elle. Elias Rostova, éducatif Echo. Il avait été le génie des communications et de la technologie de leur équipe, un génie capable de se faufiler dans n'importe quel réseau numérique sur Terre. Lorsque Talon est tombé, il avait complètement disparu, effaçant son existence de toutes les bases de données de la planète. Le retrouver était censé être impossible. « Oracle, j'ai besoin que tu lances une recherche, » dit Amy à voix basse en se fondant dans la foule marseillaise, abandonnant son équipement tactique à un point de chute prévu et réapparaissant sous les traits d'Elise Moreau. C'est peu probable. Chercher des transactions fantômes, des transferts de données intraçables provenant de serveurs sécurisés, mais chercher une signature numérique spécifique, c'est un morceau de code qu'il a écrit, un filigrane numérique qu'il a intégré à tous ses travaux. Il l'appelait Kerberos. Il y eut un moment de silence au téléphone, puis la voix d'Oracle, teintée d'admiration. « Spectre, c'est un mythe, une légende dans la communauté Sigint. Personne ne l'a jamais trouvé. » « Elias n'était pas un mythe, » répondit Amy. « Il était juste aussi doué. S'il est vivant, il est toujours en ligne. Trouvez-le. » La recherche prendrait du temps, un temps qu'elle devait utiliser à bon escient. Elle devait comprendre le but ultime de Marcus. Vendre le registre était l'objectif principal, mais elle le connaissait. Il y avait toujours un objectif secondaire, un aspect personnel. Quelques heures plus tard, blotti dans un petit appartement stérile et sécurisé surplombant le port, l'appel arriva. « Je l'ai trouvé », dit Oracle d'une voix empreinte d'excitation. « Ou du moins, j'ai trouvé son fantôme. La signature Kerberos est apparue sur un serveur hautement crypté basé à Prague. Il vit dans le Deep Web, tel un ermite numérique. Je ne peux pas déchiffrer son cryptage, mais je peux ouvrir un canal unidirectionnel. Il saura que c'est nous. Il pourrait ne pas répondre. « Passez-moi, » dit Amy sans hésiter. Elle resta assise dans l'obscurité, les lumières de la ville scintillant en contrebas, et attendit. Pendant 1 minute entière, il n'y eut que des parasites. Puis, une ligne de texte unique et déformée apparut sur sa tablette. « Qui est-ce que... » Amy a tapé sa réponse, ses doigts volant sur l'écran. « Un fantôme du jardin. » C'était leur vieille phrase de défi et de réponse. Une phrase d'une mémoire partagée qu'aucun étranger ne pouvait connaître. La réponse a été immédiate. « Spectre? C'est impossible. » Le texte était suivi d'une série de données, une liaison vidéo sécurisée. Amy l'accepta. Le visage qui apparut sur son écran était émacié et pâle,
encadré d'une barbe hirsute et d'un regard hanté. C'était Elias, mais une version évanouie du jeune génie arrogant dont elle se souvenait. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas vu le soleil depuis des années. « On m'a dit que vous étiez tous partis, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai vu les rapports. »« Les rapports mentaient, » dit Amy doucement. « J'ai besoin de ton aide, Echo. C'est Cain, il est vivant, et il a fait cavalier seul. Il vend le registre. » Les yeux hantés d'Elias s'écarquillèrent, une lueur de l'ancien feu revenant. « Marcus, j'ai toujours su qu'il marchait sur le fil du rasoir. » Il se pencha vers la caméra, le regard intense. « Que me voulez-vous, commandant? » Ce titre, prononcé avec une loyauté si sincère après toutes ces années, la toucha profondément. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle n'était pas entièrement seule. Avec le retour d'Elias Echo Rostova, la dynamique de la traque changea. Depuis sa forteresse numérique de Prague, il devint les yeux et les oreilles d'Amy au sein du réseau de Marcus. Tandis qu'Oracle et l'équipe de la NSA fournissaient des renseignements macroéconomiques, images, satellites et suivis financiers, Elias était le scalpel. Il franchit les pare-feux de cybersécurité comme un fantôme, sa signature Kerberos ne laissant aucune trace. Il navigua sur leurs serveurs, cartographiant leur infrastructure, identifiant le personnel clé et, surtout, cherchant l'emplacement du grand livre du diable. Amy, opérant depuis sa planque marseillaise, coordonna leurs efforts, interprétant les données brutes qu'Elias lui fournissait et orientant ses recherches grâce à sa connaissance approfondie et intrinsèque de la psychologie de Marcus. C'était la réunion de deux fragments brisés de talons, travaillant ensemble à travers un continent, liés par une histoire commune et tragique. Ils ne conservent pas le registre sur un serveur en réseau, rapporta Elias lors d'un appel vidéo sécurisé, le visage illuminé par la lumière de ses multiples écrans. Même pas un serveur isolé, c'est trop risqué. Il est paranoïaque. Il le conserverait sur un support physique, quelque chose qu'il pourrait tenir, quelque chose qu'il pourrait détruire en un instant, une clé de données chiffrée sur mesure. Amy acquiesça d'un hochement de tête. C'est son style, le contrôle total. Mais il ne peut pas le déchiffrer seul sans générer une signature de puissance massive que nous détecterions. La clé finale qu'il met aux enchères n'est pas pour les acheteurs, elle est pour lui. Il a besoin de leur puissance de calcul combinée pour la déverrouiller au point de vente. C'était la pièce qui lui manquait. La vente aux enchères n'était pas une simple vente. C'était un élément nécessaire au déchiffrement lui-même. Marcus exploitait les ressources de ses acheteurs pour obtenir son propre prix. C'était arrogant, brillant et incroyablement risqué. « Je suis dans ses fichiers personnels maintenant », murmura Elias, son regard parcourant les lignes de code. Crypté à l'extrême, mais il avait toujours un indice, une faille dans son implémentation AES basée sur les nombres premiers de son enfance. Quel salaud arrogant! Quelques instants de tension passèrent, puis Elias se figea. « Oh mon Dieu » murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a, Echo ?» insista Amy, sentant un changement de ton. « Ce n'est pas seulement notre liste d'actifs dans le registre, Spectre. Il y a un autre fichier profondément enfoui. C'est un ordre d'exécution. Un ordre d'exécution pour un sénateur américain. » Il lui envoya le dossier. C'était un dossier détaillé sur le sénateur Robert Morrison, un faucon puissant et franc-parler de la commission sénatoriale du renseignement. Le dossier comprenait son programme de voyage, les détails de sécurité de son domicile et les noms des membres de sa famille. « C'est Morrison qui a approuvé la mission à Kandahar », a déclaré Amy, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une certitude terrifiante. L'argent, la vente aux enchères, l'incendie de leur réseau, tout cela n'était qu'un écran de fumée. Le grand livre du diable n'était qu'un appât. Marcus n'agissait pas par cupidité, il le faisait par vengeance. Il pensait que le sénateur Morrison et ses supérieurs avaient sciemment piégé Talon, les sacrifiant à des fins politiques. Il comptait profiter du chaos de la vente du grand livre pour masquer son véritable objectif, l'assassinat d'un sénateur américain sur son propre sol. « Il va utiliser la vente aux enchères comme alibi », souffla Amy, le sang glacé. Pendant que les agences de renseignement du monde entier s'efforceront de contenir les retombées de la fuite de données, il sera à l'autre bout du monde, à tenter sa chance. Il joue un tout autre jeu. Cette révélation changea tout. Elle transforma Marcus en un homme non plus en simple traître, mais en un homme perverti par le chagrin
et la soif de ce qu'il considérait comme la justice. C'était un reflet déformé de la loyauté qu'il avait autrefois définie. Les recherches d'Elias lui ont permis d'obtenir une dernière information cruciale. « J'ai trouvé le lieu de la vente aux enchères », a-t-il annoncé d'une voix grave. « C'est sur le yacht de Petrov, le Séraphine, comme Thorne le soupçonnait. Le départ est prévu dans moins de 24 heures. » Et Spectre, Marcus n'est pas sur le bateau. Il le surveille depuis un endroit isolé, une villa surplombant la côte. La villa. Ce serait son centre de commandement. Et c'est là qu'il détiendrait la clé physique des données du registre. Le yacht était un leurre, une scène pour les acheteurs, tandis que le véritable cerveau observait d'en haut. Amy contemplait les lumières scintillantes du port de Marseille. La mission ne consistait plus seulement à empêcher une brèche dans les renseignements. Il s'agissait d'empêcher un assassinat et d'affronter le fantôme d'un homme qu'elle appelait autrefois son frère, un homme dont le cœur avait été empoisonné par le système même qu'ils avaient tous deux juré de protéger. La villa était perchée sur une falaise surplombant les eaux azurées de la Méditerranée, véritable forteresse de verre et de pierre blanche. C'était un monument de richesse et de paranoïa, entouré de hauts murs, de caméras à détection de mouvement et du regard silencieux et vigilant des agents de cybersécurité. À la tombée de la nuit, le yacht Séraphine, le yacht s'éloigna du port, ses ponts scintillants de lumière, véritable île flottante de trahison aux enjeux élevés. À bord, les criminels et les acteurs étatiques les plus dangereux du monde se rassemblaient pour la vente aux enchères. Mais Amy savait que le véritable prix et le véritable danger se trouvaient ici, à la villa. Tandis que les équipes du général Thorne se préparaient à intercepter le yacht une fois la transaction confirmée, sa mission était bien plus personnelle et périlleuse. Infiltrer la villa, sécuriser le grand livre du diable et neutraliser Marcus avant qu'il ne puisse donner l'ordre de tuer le sénateur Morrison. C'était un fantôme, évoluant hors des lignes de toute opération officielle. Si elle était capturée, elle serait désavouée. Elle s'approchait de la mer, spectre silencieux sur un canot pneumatique noir, dont le moteur était réduit à un bourdonnement presque silencieux. Vêtue de sa tenue de combat sombre, elle était presque invisible dans l'eau noire. Elle coupa le moteur à une centaine de mètres de la falaise, se glissa dans l'eau et nagea le reste du chemin. La falaise était son point d'entrée, une paroi rocheuse abrupte que l'équipe de sécurité de Marcus aurait jugée infranchissable. Mais il ne connaissait pas au spectre. Utilisant un micro-grappin à haute résistance, elle escalada la paroi, ses mouvements rapides et sûrs, telle une araignée grimpant sur un fil de soie. Pendant tout ce temps, Elias était ses yeux dans le monde numérique. « Je suis en train de boucler les caméras sur le périmètre sud », lui murmura-t-il à l'oreille. « Vous avez 90 secondes avant que le système ne redémarre. Allez-y. » Elle atteignit le sommet de la falaise, sauta par-dessus la paroi et se fondit dans l'ombre des jardins impeccables au moment même où les caméras revenaient à leur flux normal. À l'intérieur de la villa, Marcus était assis dans un centre de commandement ultramoderne, le visage éclairé par une série d'écrans diffusant les flux du yacht, les communications cryptées et une vue satellite en direct de la résidence du sénateur Morrison en Virginie. Il tenait une petite clé de données noire obsidienne à la main, la tournant sans cesse. Il était si proche de venger son équipe, de faire payer le prix ultime à ceux qui les avaient envoyés à la mort. Un léger bruit derrière lui, le murmure d'un déplacement d'air, lui fit dresser les cheveux sur la nuque. Il pivota sur lui-même, tendant instinctivement la main vers le pistolet posé sur son bureau. Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, une ombre formée, le visage à moitié éclairé par la lueur des écrans. « C'est fini, Marcus », dit Amy d'une voix calme et posée, son arme pointée sur sa poitrine. Son choc était palpable. Une vague d'incrédulité le paralysa momentanément. « Spectre, comment ?» balbutia-t-il. « Tu m'as appris à toujours m'attendre à l'inattendu », répondit-elle, le regard triste mais résolu. « Tu m'as appris que la loyauté était primordiale. Qu'est-il arrivé à cet homme ?» Son visage se crispa, le choc remplacé par une angoisse vive et brûlante. Il est mort dans la poussière de Kandahar. Il est mort quand notre propre commandement nous a abandonnés au massacre. Ils nous ont sacrifiés, Amy. Pourquoi? Un accord politique. On pouvait se passer de nous. Il fit un geste erratique vers les écrans. Morrison a signé notre arrêt de mort. Ce n'est pas de la trahison.
c'est de la justice. C'était un homme profondément convaincu de sa propre droiture, un patriote convaincu que son pays l'avait trahi en premier. Il était impossible de le raisonner, impossible de revenir du bord où il s'était jeté. L'affrontement fut rompu par le violent et soudain éclatement de l'encadrement de la porte, tandis qu'un des gardes de Marcus, Bastien Dubois, apparaissait, arme levée. Amy réagit instinctivement. Elle tira 2 balles dans la poitrine de Bastien, neutralisant la menace immédiate, mais Marcus n'avait besoin que de cette diversion. Il se jeta par-dessus le bureau, non pas sur elle, mais sur un gros bouton rouge de sa console. Une sécurité intégrée. Si je ne peux pas obtenir justice, personne n'aura le prix, hurla-t-il en appuyant violemment sur le bouton. Une alarme assourdissante retentit dans la villa. Sur les écrans, elle vit les images du yacht se détraquer. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle. Marcus rit d'un rire creux et brisé. « Un petit cadeau d'adieu. Je viens d'envoyer le grand livre du diable, complet et non crypté, à tous les principaux médias et agences de renseignement du monde. Échec et mat. » Dans ses yeux, elle vit une lueur du vieux Marcus, le brillant stratège, un homme prêt à brûler le monde entier pour prouver son point de vue. Puis il plongea à travers la vitre derrière lui, la brisant et disparaissant du haut de la falaise vers la mer agitée en contrebas. La communauté mondiale du renseignement sombra dans le chaos. La diffusion simultanée des données du Devil's Ledger fut une véritable bombe d'information qui provoqua une onde de choc au sein des gouvernements et des organisations clandestines du monde entier. Des agents furent brûlés vifs, des alliances brisées et des décennies de réseaux laborieusement construits s'effondrèrent en quelques heures. Au cœur de ce chaos, cependant, une information cruciale fut négligée par la plupart, mais pas par le général Thorne. Enfoui dans ces données se trouvait l'acte ultime et désespéré de Marcus, le fichier crypté contenant l'ordre d'exécution du sénateur Morrison. Grâce à l'intervention d'Amy, il avait été contraint de l'envoyer avant qu'il ne soit complètement armé. C'était un ordre incomplet, une balle sans percuteur. L'assassinat fut évité, mais le coup fut catastrophique. Amy ne poursuivit pas Marcus au-dessus de la falaise. Elle savait qu'il avait un plan d'évasion, un submersible caché, un bateau en attente. Sa mission avait été de sécuriser le registre et d'empêcher l'assassinat. Elle avait échoué dans la première tentative, mais réussi dans la seconde. Alors que les forces spéciales de Thorne envahissaient la villa pour sécuriser les lieux, elle s'éclipsa, tel un fantôme disparaissant dans la nuit. Elle laissa la clé de données en obsidienne sur le bureau de Marcus, témoignage silencieux de sa présence. Il était vide maintenant, son contenu dispersé au vent numérique. Sa part dans cette affaire était terminée. Il n'y avait pas de victoire, seulement le goût amer des cendres et la profonde tristesse de ce que Marcus était devenu. Elle avait traqué un monstre pour y trouver l'âme torturée de son ami. Des semaines plus tard, Amelia Vance était de retour à Port Blossom. Les feuilles changeaient de couleur, teintant la ville endormie de teintes ambrées et cramoisies. Assise sur un banc, elle lisait un livre, l'image même de la tranquillité. Pour tout observateur, elle n'était que la bibliothécaire du coin, une femme tranquille dans une ville tranquille. Mais ce calme n'était qu'une façade. Elle suivait l'actualité, lisant entre les lignes des rapports officiels sur la fuite de renseignements sans précédent, connaissant l'histoire complète et sanglante qui ne serait jamais révélée. Elle savait que le général Thorne avait été contraint à la retraite, bouc émissaire du désastre. Elle savait qu'Elias avait disparu dans le Deep Web, son fantôme numérique de nouveau introuvable. Et elle savait que Marcus était toujours là, quelque part, un homme sans patrie, traqué par toutes les agences de la planète, une figure tragique de sa propre création. Sa paix était fragile, acquise à un prix terrible. Par un après-midi d'automne frais, alors qu'elle quittait la bibliothèque, une berline noire familière s'arrêta au bord du trottoir. Le général Wallace Thorne, désormais en civil, en descendit. Il paraissait plus âgé, le poids de sa retraite forcée pesant lourdement sur ses épaules. Il resta silencieux un long moment, se contentant de rester là, sur le trottoir, à la regarder. La version officielle est qu'une entité inconnue, nommée Spectre, a neutralisé la menace et empêché l'assassinat du sénateur Morrison avant de disparaître, dit-il finalement d'une voix rauque. Votre nom n'a jamais été mentionné. Aux yeux du monde, Amelia Vance est bibliothécaire. Et Spectre reste un fantôme.
Amy hocha simplement la tête, reconnaissant silencieusement la vie qui l'attendait désormais. Thorne fouilla dans sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la Croix du renseignement distingué, l'une des plus hautes distinctions pour bravoure au sein de la communauté du renseignement. Elle était décernée en secret, sans que ses récipiendaires ne soient jamais reconnus publiquement. « C'est pour vous, dit-il en la lui tendant, pour avoir sauvé un homme qui ne la méritait pas et pour avoir tenté de sauver un homme inaccessible. » Amy regarda la médaille, une pièce étincelante d'argent et d'émail, symbole d'un monde auquel elle n'appartenait plus. Elle referma délicatement la boîte et repoussa sa main. « Les fantômes n'ont pas besoin de médailles, Wallace, » dit-elle doucement. « Il faut juste qu'on les laisse tranquilles. » Thorne la regarda, les yeux emplis d'une profonde et triste compréhension. Il savait qu'elle avait raison. Il rangea la boîte. Puis, debout dans cette rue tranquille de la petite ville, l'ancien général se redressa de toute sa hauteur, sa posture aussi droite et fière qu'elle l'avait toujours été sous l'uniforme. Pour la deuxième et dernière fois, il porta la main à son front et fit un salut lent et solennel, non pas à un commandant, mais à un soldat tombé au combat, un héros oublié, un fantôme qui avait quitté le feu pour les sauver une dernière fois. Amy soutint son regard et, pour la première fois depuis très longtemps, une larme coula sur sa joue. Puis elle se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la vie tranquille qu'elle avait choisie.